7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. La polémique enfle depuis la commune de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Une vidéo devenue virale. L'imam de la mosquée, Majoub Majoubi, a qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique. Je vous propose d'abord d'écouter ou de réécouter donc ses propos pour ceux qui découvrent l'affaire. Toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Voilà, alors le drapeau tricolore n'aurait donc aucune valeur auprès d'Allah. Évidemment, ce n'est qu'un extrait de ce prêche du 9 février dernier. À ces propos tenus par l'imam Majoubi de Bagnols-sur-Cèze ont suivi de nombreuses réactions. Le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, a dénoncé un appel à la haine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de son côté, a demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. L'imam Majoubi est en effet tunisien. Si la Grande Mosquée de Paris dénonce aussi ses propos anti-France dans un communiqué de presse, l'imam Ismail de Marseille soutient au contraire son confrère. Dans un tweet, il accable la Grande Mosquée de Paris qui ne représenterait selon lui aucun musulman en France. Pire, elle serait la honte des musulmans. Alors que dit cette polémique de l'état de l'islamisation en France ? Quelles menaces représentent ces imams étrangers et comment lutter contre la radicalisation ? C'est le sujet de cette table ronde avec nos deux invités. Pascal Bordès, député Rassemblement National de la 3e circonscription du Gard. Bonjour madame. Bonjour, alors mon nom se prononce Borde. Borde, excusez-moi. Je le prononce un peu avec l'accent du Sud, je le voulais chantant. Vous mettez au pluriel, c'est très bien. Et Pierre Martinet, ancien militaire et ancien agent du service action de la DGSE, auteur de Pris en otage, un agent du service action raconte aux éditions Mareuil, dans lequel vous témoignez de ce que vous avez vécu aux mains de combattants islamistes en Libye. Bonjour. Alors pour commencer, je vais vous interroger vous, Pascal Borde. Comment avez-vous pris la nouvelle ? Vous aviez déjà des suspicions sur l'imam de la mosquée de cette commune ? Oui. Moi, je vis dans cette ville de Bagnols-sur-Cèze où je suis née. Je connais très très bien ce territoire-là et je connais également très bien le fonctionnement des deux mosquées, puisque nous avons une mosquée algérienne, tunisienne, celle qui fait l'objet des débats d'aujourd'hui, et une mosquée marocaine. Et effectivement, l'imam Majoubi est dans le collimateur quand même des services du service central du renseignement territorial depuis un petit moment, et il y a eu déjà une première alerte à la fin de l'année dernière avec la fermeture de l'école coranique. Je mets des guillemets puisque c'est contesté par l'imam, mais en fait, il y avait une école qui avait ouvert sans la moindre autorisation au sein de cette mosquée. Elle a été fermée pour des raisons, je dirais, techniques. C'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la moindre autorisation. Mais ce qui est intéressant, c'est également ce qui figure en second, je dirais, dans cette décision de fermeture. C'est un risque pour la santé morale des jeunes gens qui se trouvent à fréquenter cette mosquée. Donc, effectivement, elle est dans le collimateur du renseignement central et elle a souvent fait parler d'elle, l'imam. Enfin, moi, je l'appelle le prêcheur de haine, mais ce personnage est très, très en cours, je dirais, avec la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Il a ainsi, grâce à ses excellentes relations avec le maire, pu agrandir quasiment doubler la superficie de sa mosquée, et c'est quelqu'un par ailleurs qui est quand même qui appartient à la mouvance établie, qui est quand même très implantée dans le Gard et notamment dans le Gard rhodanien, et qui prône un imam assez rigoriste quand même. Voilà. Alors, vous dites que c'était avec l'autorisation du maire, donc il a pu bénéficier de cet agrandissement. Est-ce que le maire, lui, avait vent de ces prêches carrément limite, voire qui tombent sous le coup de la loi ? Alors, je ne suis pas
dans les secrets, je dirais, du maire, mais si on en croit ce qu'il dit sur divers plateaux de radio et télé, il n'était pas informé. Maintenant, il y a quand même alors une vidéo que j'ai publiée hier et qui tourne également sur les réseaux sociaux où on voit effectivement le maire, le président d'Agglo et le député sortant que j'ai battu au sein de la mosquée en question, remercier l'imam qui remercie effectivement le maire et son équipe pour l'excellence des relations qu'ils ont. J'ai du mal effectivement à penser que le maire n'était pas informé de ce qui se passait. À minima, ça fait quand même 20 ans qu'il est là, qu'il est à la tête de la mairie, soit en tant que premier adjoint, soit en tant que maire. Il se devait de savoir ce qui se passait effectivement dans cette mosquée. Je ne peux pas croire, moi, qu'il n'était pas informé. D'accord. Alors Pierre Martinet, l'avocat de l'imam dénonce une manœuvre politique. Il justifie les propos de son client par un manque de maîtrise de la langue française. Vous avez vécu proche des islamistes. Est-ce que cet argument, il sonne vrai ou faux, tout simplement, à votre oreille ? Je travaille sur le sujet depuis 1995, puisque au service Action, je travaillais essentiellement sur le réseau islamiste, donc je commence à connaître le sujet, et encore plus depuis la Libye. Alors, ce n'est pas un argument qui sonne faux, c'est comment dirais-je, leur façon de retourner l'opinion en leur faveur, c'est se victimiser, bien évidemment. Mais cette affaire, entre guillemets, pour moi, n'en est pas une, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. L'état d'islamisation de l'Europe, et en particulier de la France, c'est très dégradé depuis ces 25 dernières années. Et la photographie est encore plus flagrante depuis le 7 octobre où les langues se sont déliées et on a la réelle photographie de l'état d'islamisation en Europe. À Londres, où j'ai vécu 5 ans, où j'ai travaillé énormément sur les réseaux islamistes à l'époque du Londonistan, fin des années 90. Mais cet imam ne fait que dérouler le projet des frères musulmans débuté en 1928. Aujourd'hui, cet imam n'est pas isolé à Bagnols-sur-Cèze, que je connais puisque j'habite pas très loin non plus. Et l'état d'islamisation de cette région est affolante. Mais il faut voir plus loin que ça. Et aujourd'hui, les pouvoirs et les différents gouvernements depuis 30 ou 40 ans sont totalement dépassés. Effectivement, on va fermer une mosquée, mais on va la fermer et après. Le salafisme continue. Les frères musulmans sont implantés dans une centaine de pays en Occident. Aujourd'hui, on est dépassé. Malheureusement, ça tombe sur le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. Ok, il ferme de temps en temps une mosquée salafiste, mais le salafisme n'est pas criminalisé. Aujourd'hui, il serait temps de criminaliser le salafisme et surtout admettre et déclarer entre guillemets la guerre au projet des frères musulmans et personne ne le fait, on ne le fait pas. Alors, on va revenir dessus, chers auditeurs, il est 8h, c'est l'heure du flash d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Or, Pierre Martinet, on vous avait laissé lorsque vous pointiez du doigt le manque de décision politique. Ça rejoint un petit peu ce que disait Pascal Borde sur le manque d'action du maire qui, de toute évidence, devait avoir au moins vent. Et quand bien même s'il n'avait pas eu vent de ces prêches problématiques, c'est peut-être une faute de sa part aussi. Peut-être que c'est de son devoir de se préoccuper de ce qui se dit dans ces lieux-ci quand on sait qu'ils sont sensibles. Selon vous, quelles seraient les décisions politiques à prendre pour régler ce problème de l'islamisation en France? Alors, malheureusement, on est vraiment avancé. Hein. J'ai créé un cercle de réflexion de propositions qui s'appelle Hermès il y a quelques mois, justement, pour apporter quelques propositions. J'avais même été auditionné au Sénat il y a plusieurs années. Et on est aujourd'hui dans un déni total parce qu'on refuse de voir que derrière toutes ces prêches, ou cet imam, ou d'autres imams, ou globalement en Occident et en Europe, parce que l'Europe c'est le ventre mou de l'Occident, il y a un niveau d'islamisation qui est absolument gigantesque aujourd'hui. La vraie décision politique qu'il faudrait prendre aujourd'hui, c'est d'admettre officiellement qu'il y a un projet islamiste, d'admettre officiellement que les frères musulmans sont une organisation de terrorisme idéologique. Hein. Je rappelle juste que tous les GIA, tous les groupes islamistes armés depuis
depuis 30, on va dire depuis l'Algérie, sont alimentés par l'idéologie des frères musulmans. C'est les frères musulmans qui ont débuté ce projet en 1928, et aujourd'hui c'est la vraie matrice de tous les groupes islamistes, la vraie matrice de toute cette propagande que nous avons en Europe est alimentée par l'idéologie des frères musulmans. Aujourd'hui, les frères musulmans ne sont pas considérés comme une organisation terroriste. C'est une confrérie, évidemment, c'est une confrérie qui a vu le jour en Égypte, hein, qui s'est répandue aujourd'hui dans le monde. Je rappelle aussi que le Qatar, nos relations avec les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le wahhabisme et les frères musulmans sont propagés aussi par ces pays-là. Le Maghreb également. Donc on est vraiment... Aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans un tournant de notre histoire. Et si on veut pas que l'Europe soit à tendance islamique dans 50 ou 70 ans, comme je l'explique dans beaucoup de mes interviews et de mes écrits, on a le devoir aujourd'hui de stopper ça. On a le devoir aujourd'hui d'admettre qu'il y a cette entrisme de cette confrérie à tous les strates des sociétés européennes. C'est vital pour notre avenir. Alors, vous parlez d'entrisme, et alors justement, peut-être que ce problème n'a pas encore été admis officiellement, comme vous le dites, mais certains s'en sont déjà saisis. Pascal Borde, j'aimerais parler de votre collègue Pierre Meurin, qui est allé offrir un billet d'avion pour Tunis à l'imam en expliquant que Gérald Darmanin avait du mal à faire exécuter les OQTF, mais que comme il décidait, dans un éclat de lucidité, de retirer son titre de séjour à cet imam, on pouvait tout bonnement le renvoyer à Tunis. Est-ce que vous pensez que la remigration de ces personnes-là serait une première bonne solution ? Alors oui, ces personnes-là n'ont strictement mais rien à faire sur le territoire national français. Moi, ça fait des années que je le dis, le Rassemblement national également. On s'est fait traiter de tous les noms, hein, racistes, fascistes, xénophobes, bon, la litanie habituelle. Parce qu'au début, effectivement, je pense que dans un souci de bien-pensance, il était de bon ton de nous traiter de tous les noms quand on disait ça. Et maintenant que entre guillemets, le monstre a été créé, j'ai l'impression que nos gouvernants ont littéralement peur de ce qu'il pourrait advenir s'ils prenaient une once de décision un peu ferme. Voilà, donc ça c'est mon point de vue, mais je pense que je suis quand même pas très loin de la réalité. Donc c'est un manque total de courage de ceux qui nous gouvernent. Je suis effectivement pour une remigration totale. Maintenant, c'est certainement pas avec ce qui reste de la loi asile-immigration qu'on va y arriver. Je me suis penchée sur les possibilités, parce qu'il y a plusieurs choses. On va lui retirer son titre de séjour. Il va, à n'en pas douter, via son avocat, et c'est son droit le plus absolu en l'état de notre droit, faire un certain nombre de recours. Et au regard de ce qui reste, encore une fois, la loi asile-immigration, je ne suis pas certaine que ce personnage retourne dans son pays natal, la Tunisie. Je pense que nous allons le garder un certain temps sur le territoire national français. C'est donc effectivement, et je rejoins ce que disait votre invité, je suis effectivement pour que nous prenions, que les politiques prennent enfin leur courage à deux mains et prennent des décisions fortes. Il faut, pour combattre les choses, il faut d'abord les nommer. Donc effectivement, il faut nommer notre adversaire si on veut réellement le combattre. Et je fais le parallèle avec le trafic de stupéfiants. C'est exactement la même chose. Pendant des années, on n'a pas voulu le voir, et maintenant que les trafiquants de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains, hein, ce sont bien souvent les mêmes, effectivement, ont acquis une puissance extraordinaire, et ben on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser. Et donc, si on veut vraiment ne pas avoir une société qui soit totalement islamisée d'ici quelques années, il faut enfin prendre le taureau par les cornes. Alors, Pierre Martinet expliquait que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, en renvoyant cet imam chez lui, quand bien même on arriverait à le faire, ce serait pas essayer d'écoper l'océan ? Si, avec un dé à coudre. Mais il faut bien faire quelque chose. Il n'y a pas que ça, hein, effectivement, qu'il faut faire, mais il faut bien commencer par là. Et moi, j'aurais commencé d'abord enfin, il y a quelque chose qui m'échappe dans la gestion de cette situation. C'est bien de gesticuler comme le fait M. Darmanin, mais peut-être était utile d'interdire d'entrer à ce personnage de prêcher. Parce que, à ma connaissance, à moins que j'ai raté une information, à ma connaissance, il n'est pas interdit de prêcher. Donc, il peut continuer
à dispenser son enseignement calamiteux et ô combien dangereux dans sa mosquée. Et sur sa chaîne YouTube, puisque ce for de ma part, il a quand même 192 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ça aussi, on prêche dans les mosquées, mais on prêche aussi via Internet. Il faudra peut-être un jour aussi qu'on s'attaque à ça. Alors là, on parle des mesures à prendre en interne sur notre territoire. Pierre Martinet, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi s'intéresser à la politique étrangère pour régler ce problème ? Bien souvent, on a des mosquées qui sont financées par des organisations qui se trouvent dans des pays étrangers. Est-ce que ce n'est pas une forme d'ingérence ? Alors, je vais vous répondre par oui, bien évidemment, mais c'est un peu aussi le fantasme de certains pays européens, et notamment en France. Ils pensent qu'il pourrait y avoir un islam de France. Il n'y aura jamais d'islam de France. Il y a un islam, point. Et dans l'islam, il y a une tendance assez rigoriste, fondamentaliste. Et il faut essayer d'aller au-delà de nos frontières et de faire cette réflexion. C'est sur les 1,7 milliard, 2 milliards de musulmans qu'il y a sur la planète. Quel est le pourcentage de fondamentalisme ? Quel est le pourcentage de personnes qui veulent vivre un islam rigoriste, anti-Occident et de facto anti-européen, anti-France ? On ne peut pas, il n'y aura jamais un islam qui sera compatible avec la République tant qu'il n'y aura pas une réelle prise de conscience de nos politiques que derrière une partie de cette religion, il y a j'ai pas de chiffres à vous donner parce que personne ne peut savoir quel est le pourcentage de fondamentalistes en France, en Europe et en Occident. Et ça, c'est un réel problème. Parce qu'effectivement, on va renvoyer un imam et après, est-ce que le projet s'arrête ? Est-ce que le salafisme est stoppé ? Est-ce que les frères musulmans n'ont toujours pas auront leur voie royale stoppée ? Non, on est aujourd'hui coincé. Et à tous les strates de la société, je fais souvent référence au sport et je fais souvent référence à l'éducation nationale, où dans certaines écoles, les petites filles musulmanes ne vont plus à la piscine. Elles sont toutes allergiques au chlore. Elles ont des certificats médicaux de complaisance par des médecins qui adhèrent aussi au projet des frères musulmans. En fait, il faut accepter qu'il y ait des gens à toutes les strates de la société, des avocats, des médecins, des professeurs, des notables qui adhèrent à ce projet. Et ils considèrent que l'Europe doit être gérée par la charia. Alors une charia, je ne compare pas je veux pas la comparer à l'Afghanistan, mais on sera géré par une loi islamique. Et j'ai eu suffisamment de contacts et de relations depuis une quinzaine d'années maintenant, et notamment des professeurs d'université musulmans en Belgique qui m'expliquaient, qui me disaient, mais ça suit son cours normalement. Et c'est eux qui me disaient, mais si l'Europe ne réagit pas, entre 50 et 70 ans, l'Europe sera à majorité islamique. Donc, même la France, elle pourrait... Alors, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que la France pourrait être le fer de lance de la lutte contre l'islamisme. Avec on a une arme qui n'est pas adaptée à ce phénomène-là, c'est la laïcité. Il faudrait l'adapter, bien évidemment, à ce projet islamiste. La loi, j'entendais parler de la loi immigration, elle est nulle et non avenue. La loi qu'ils voulaient sortir sur le terrorisme islamiste, au final, il n'y a rien dans cette loi. Parce que le projet continue, le salafisme continue, les frères musulmans continuent. Et effectivement, il y a aussi un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est que le nombre aujourd'hui d'immigration arabo-musulmane est constante. Alors, j'ai été il y a quelque temps là, avec des journalistes en Mauritanie pour voir le départ des migrants via l'Espagne et qui venaient... 99% sont musulmans. Donc, ils ne peuvent pas arriver dans un pays et stopper et arrêter leur façon de vivre leur religion. C'est impossible. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Europe, la France, s'adapte à eux et non l'inverse. Et donc, on est coincé. Je pense que ça va de mal en pis et on arrive aujourd'hui à un stade où, moi, depuis le 7 octobre, je pense qu'on a une réelle photographie de ce qui se passe en Europe. Et depuis le 7 moi, je suis effrayé de voir qu'en Allemagne, il y a l'appel à la prière qui est le vendredi, à Cologne, par exemple, le vendredi, il y a le minaret qui appelle à la prière. En Angleterre, pareil. Ils
ils nous imposent, en fait, dans leur projet, ils nous imposent une religion revendicative et une religion qui est, comment dirais-je, beaucoup plus active que ce qu'on vit, nous, au quotidien. Alors, on a quand même certains imams, donc là je voulais parler de l'imam Chalgoumi, qui exhorte par exemple le gouvernement à agir de manière forte en matière de lutte contre le terrorisme islamiste. Et de l'autre côté, on a l'imam Ismaïl de Marseille, qui lui explique que de toute façon, il ne représente personne, que la Grande Mosquée de Paris ne représente personne non plus. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à une fracture de l'islam entre justement des musulmans qui seraient modérés, qui ne poursuivraient pas ce projet, ou bien est-ce que simplement c'est une différence de méthode, mais qu'au fond ils se rallient tous malgré tout derrière ce projet d'islamisation générale? L'imam Chalgoumi est vraiment totalement isolé, en fait. Il est complètement isolé. D'ailleurs, il est menacé de mort, il est protégé en permanence. Et vous voyez très bien quand il y a une affaire comme celle-ci, qui pour moi, honnêtement, c'est une non-affaire pour moi, parce que c'est tout à fait logique ce qui se passe l'islam Chalgoumi est isolé, effectivement, et vous parliez de terrorisme islamiste. C'est là aussi que l'ensemble beaucoup de médias, beaucoup de personnes en Europe font une erreur, parce qu'ils pensent que le projet des frères musulmans n'est que du terrorisme islamiste. Alors que non. Dans mes travaux, j'apporte un éclairage, entre guillemets, si je puis me permettre, c'est le triptyque du projet islamiste. Dans le triptyque du projet islamiste, il y a l'idéologie, le financement et l'action violente. J'essaye de faire un parallèle avec une guerre non conventionnelle, une guerre asymétrique, dans laquelle il y a une partie psychologique qui est très importante, et une partie financement, parce qu'on ne peut pas avancer sans argent, et une partie d'action violente. L'action violente, pour moi, c'est celle qui est la moins efficace. C'est celle qui est contre-productive. Les attentats ne font pas avancer le projet islamiste. Les attentats ont pour but de terroriser les populations, ont pour but de créer une psychose. Vous avez vu dans quel état on monte le degré de vigipirate, attentats, etc., etc. Et il y a aussi un phénomène qui pourrait se passer, c'est que dans certains pays, dans certains quartiers, dans certaines populations pourraient en avoir marre et faire justice eux-mêmes, se venger. Il y a eu déjà des phénomènes comme ça en Angleterre, où une personne a foncé dans la foule à la sortie de la mosquée de Finsbury, etc., etc. Mais le plus important dans ce projet, le plus efficace, parce que c'est un projet, il ne faut ne pas oublier que c'est un projet qui s'inscrit sur un temps extrêmement long. Je ne le verrai pas aboutir, peut-être que vous non plus, mais j'ai lu beaucoup d'interviews et j'ai lu beaucoup d'écrits des frères musulmans, et ils savent que ils ne verront pas le projet, leurs enfants non, leurs petits-enfants peut-être pas, et les arrières, oui. Alors, il faut prendre en compte l'aspect idéologique de ce projet-là. Et pour contrer une idéologie, c'est pas uniquement avec des lois. On n'arrivera pas à stopper une idéologie avec des lois. On arrivera à stopper cette idéologie-là, déjà en la nommant, en prenant des mesures fortes. Parce que le jour où il y a un président de la République qui dira moi, président, dans 10 ans, il n'y a plus un islamiste, il n'y a plus d'islam rigoriste sur mon territoire, là, il y aura peut-être un changement. Mais ça ne se fera pas sans heurts. Parce que si demain, on prend des mesures anti-islam fondamentaliste, forcément, il va y avoir 90% des musulmans qui vont se sentir attaqués et qui vont se sentir victimes de l'oppression des Blancs et des Européens. Ouais. Donc, on est vraiment pris entre le marteau et l'enclume, parce que c'est le président Macron qui disait, je crois, alors, je ne suis pas certain, à Bardella, en parlant des émeutes, ne pas faire de lien entre les émeutes et l'immigration, ça pourrait déclencher une guerre civile. Mais on ira vers les affrontements intercommunautaires. On va y aller vers les affrontements intercommunautaires. D'ici 10-15 ans, il y aura des affrontements intercommunautaires. Parce que cet islam fondamentaliste, est absolument, revendicative. Elle n'accepte pas les lois de l'homme, puisque cet islam-là revendique uniquement la loi du livre. C'est leur concept, c'est leur projet. On a premièrement à l'admettre,
et deuxièmement, à le combattre. Ouais. Mais on va le combattre aussi par nos idées. On va les combattre aussi en leur proposant un projet de vie aussi. Un projet de vie, aujourd'hui, on n'a plus de projet de vie, en fait. Eux, ils ont un projet, nous n'avons que des besoins. Donc, c'est un vaste chantier, mais la loi ne suffira pas. Alors, vous parlez d'affrontements intercommunautaires. Pascal Borde, vous faites dans la lutte contre le communautarisme, c'est un des sujets phares de votre mandat. Vous le liez à la crise migratoire. Vous affirmez ce lien entre crise migratoire au-delà de la religion et islamisation du pays. Oui, c'est comme l'a très bien indiqué votre invité, effectivement, quand on voit les vagues migratoires qui déferlent sur l'Europe, la plupart sont musulmans, et parmi eux, beaucoup sont effectivement, notamment parmi les jeunes, sont islamistes. Je dis parmi les jeunes parce que la mosquée marocaine, que je connais davantage que la mosquée qui défraie la chronique aujourd'hui, qui est tout aussi inquiétante, je dirais, par sa philosophie, par les prêches qui y sont dispensés, il y a eu un schisme. J'ai assisté à ce schisme, c'est-à-dire que pendant des années, cette mosquée-là est là depuis à peu près une trentaine d'années. Pendant 30 ans, je suis voisine de cette mosquée, géographiquement parlant. Pendant 30 ans, je n'ai pas eu la moindre difficulté avec les anciens, mais pas la moindre difficulté, nous avions des relations parfaitement courtoises. Et j'ai vu, il y a une quinzaine d'années, les choses se dégrader, avec l'arrivée de jeunes, de beaucoup plus jeunes, qui venaient de la région notamment de Valence, et qui ont pris petit à petit le pli, et qui ont pris l'ascendant sur les anciens, qui étaient extrêmement modérés. Et effectivement, ça crée d'ailleurs, au sein de cette mosquée, ça crée un schisme, maintenant, entre les anciens, qui sont extrêmement modérés, parfaitement insérés dans la société, et c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir, et qui, eux, n'ont rien, effectivement, de modéré. Et donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, je pense que l'imam Chalgoumi est extrêmement isolé. Il nous faudrait beaucoup d'imams Chalgoumi en France, mais je crains effectivement que nous n'en prenions pas le pas. Et effectivement, tant que nous n'aurons pas des mesures fortes pour s'attaquer à cet islamisme qui gangrène toutes les strates de la société, parce que les islamistes ont pour eux effectivement la constance, ils ont le nombre et ils ont la constance. Tout ce que nous n'avons pas de notre côté, effectivement. Donc, effectivement, il faut maintenant que nos politiques changent finalement changent de braquet et regardent vraiment les choses en face. Tant qu'ils ne le feront pas, nous avons d'ores et déjà perdu la bataille. Alors, vous parliez de ces jeunes musulmans donc, qui fréquentent la mosquée à côté de là où vous habitez, qui posent plus de problèmes que les plus anciens, avec qui ça se passait apparemment plutôt bien. Ça va un petit peu à l'encontre du discours qu'on entend sur les deuxième, troisième, quatrième générations qui sont censées être bien plus intégrées à la société que l'étaient leurs anciens. Comment vous l'expliquez ça ? Est-ce que vous croyez, vous, en l'intégration ? Alors, ils sont peut-être plus intégrés. C'est une intégration souvent de façade. Alors, je parle de mon expérience. Voilà. C'est une intégration. Alors, il y a de véritables intégrations. Je n'en disconviens pas. Mais pour certains, c'est une intégration de façade. Si on prend l'exemple de l'imam Majoubi, pour beaucoup, c'était quelqu'un d'intégré. Marié avec une Française, il a été gérant de sociétés qui ont toutes fondu le plomb. C'est pour ça qu'il a été interdit d'exercer de gérer une société jusqu'en 2030. Il pouvait présenter l'aspect de quelqu'un d'intégré. Il n'en est rien. C'est vraiment, finalement, c'est une politique de caméléon. Voilà. Ils sont intégrés par devant et derrière, ils sont absolument pas intégrés. Voilà. Alors, il nous reste 2 minutes avant de clore cet entretien, malheureusement. Une dernière question pour tous les deux. Est-ce que c'est trop tard pour sauver la France de l'islamisme ? Je commence avec vous, Pierre Martinet. Alors, je pense que le projet islamiste est très, très abouti déjà. Enfin, très avancé plutôt, pas abouti, très, très avancé. Et les générations qui arrivent par cette immigration arabo-musulmane, et même ceux qui sont nés sur le territoire, mettent leur religion avant tout le reste.
Donc nous avons un vrai challenge et un vrai projet, nous aussi, à leur mettre en face, c'est de stopper la place de cette religion dans nos sociétés occidentales nos modes de vie sont antinomiques avec cet islam fondamentaliste. C'est impossible. Très bien. Et vous, Pascal Borde, est-ce que tout est perdu? Alors, à titre personnel, je pense que de par l'immobilisme de nos gouvernants, quels qu'ils soient, depuis 40 ans, nous avons perdu la guerre. Oui. Il nous reste des batailles à gagner, mais la guerre, je pense que nous l'avons perdue. D'accord. Il nous faudra composer. Ça, vous, ça ne vous dérange pas dans votre combat? Enfin, vous n'avez pas l'impression que Si, c'est un peu vain? Si, mais je suis intimement persuadée que nous avons perdu cette guerre. Il nous faudra nous adapter, malheureusement. Écoutez, on va finir sur ces funestes prévisions. On espère que l'avenir vous fera mentir malgré tout. Hein. Je le souhaite, vraiment, je le souhaite. Malgré tout, merci quand même pour votre engagement à tous les deux. Pascal Borde, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National de la 3e circonscription du Gard. Et puis bon courage dans cette affaire avec l'imam Majoubi. Et puis Pierre Martinet, vous êtes ancien sous-officier, instructeur parachutiste, ancien agent du service action de la DGSE, auteur de Pris en otage, un agent du service action raconte, aux éditions Mareuil, publié en 2022. Merci beaucoup à tous les deux, à très vite et puis bon courage.